Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va regarder les commentaires de ma vidéo précédente sur jouer pour voir ce qu'il va se passer. C'est une sorte d'inter-vidéo parce qu'en réalité, au moment où la vidéo d'avant, que je vous conseille d'aller voir parce que sinon regarder cette vidéo n'a pas d'intérêt puisqu'on regarde les commentaires. Au moment où la vidéo jouer pour voir ce qui va se passer est sortie, ma prochaine vidéo sur le jeu de rôle proactif est déjà tournée et déjà va sortir en fin de semaine en fait. Donc ça c'est une sorte d'inter-vidéo où je regarde un peu les commentaires parce que je trouvais que c'était intéressant de prolonger la conversation vu que c'est des sujets qui m'intéressent et de vous partager mes opinions au regard des vôtres, puisque vous les avez partagées également. Intellectuellement, c'est rigolo comme exercice de pensée. Donc on va regarder ces commentaires. Ok, donc on a The iWizard 828 qui nous dit « Très pertinent. Pour faire simple, il suffit d'identifier ce qui est intradiégétique et extradiégétique et se focaliser dessus avant de déterminer ce qui est favorable ou non. Le jeu de rôle permet d'incarner un personnage et pour le personnage, ce n'est ni une histoire ni un jeu. Shit is real. Yeah, motherfucker. Il perçoit et interagit au sein d'un monde imaginaire. Ces actions produisent des conséquences impactantes à court, moyen et long terme. Son autodétermination est indissociable de sa nature de personnage. Il vit le moment présent et ignore ce qu'il va se passer le moment suivant. Il est aux commandes de son intention et de son action, la manière, mais il ne décide pas le résultat. Il ne décide pas non plus la composition du monde qui l'entoure. Le PBTA fait fausse route. Si et seulement si, en tant que joueur, on se limite à la connaissance, la mémoire, la perception et la capacité d'action de son personnage, alors on est en immersion et la suspension d'incrédulité fonctionne. C'est de la réalité virtuelle analogique en vue à la première personne et non un compte collaboratif. Le MJ, c'est l'ordinateur qui fait les calculs et affiche les graphismes, entre parenthèses description. L'ordinateur ne connaît pas à l'avance les actions du joueur. Ce cadre ne peut fonctionner qu'avec un MJ impartial qui se repose sur un système. Ça lui permet de défausser la responsabilité du résultat et de ne pas décider arbitrairement l'issue d'une situation, ce qui aurait pour conséquence de court-circuiter l'agentivité des joueurs et déposséder leur victoire ou leur défaite de substance. Donc vous voyez qu'on est sur des commentaires complexes. D'accord, on est sur des commentaires complexes. D'ailleurs, j'ai pas pu mettre tous les commentaires parce qu'il y en a qui étaient très intéressants, mais qui étaient trop longs et déjà celui-là, voilà, vous voyez le bestiau, c'est un peu compliqué. Grosso modo, moi dans la vidéo précédente, ce que j'essayais de dire, c'est que je trouvais problématique que les joueurs soient trop attentistes, trop dans la réaction, et je trouvais problématique aussi que les MJ, souvent, soient trop proactifs, en fait. Et c'est pas problématique dans l'absolu, c'est juste que moi, ça me fait pas kiffer. Du genre, par exemple, allez, dans un one-shot, pourquoi pas, je vais aller faire l'enquête que le MJ a prévue, parce que, bon, sinon, je vais juste péter l'objectif de la session. Mais dans une campagne, en fait, ce que je viens chercher dans le jeu de rôle, c'est la possibilité de me mettre dans la peau de mon personnage, d'essayer de faire des choses et de pas savoir ce qui va se passer, et d'avoir l'impression que c'est pas le MJ qui décide de ce qui va se passer, c'est le système avec lequel on a décidé de jouer. Maintenant, est-ce que c'est vraiment possible, dans l'absolu, d'identifier ce qui est intradiégétique et extradiégétique à tout moment? Est-ce que c'est possible de faire complètement abstraction du fait qu'on est dans un monde fictif et faire comme si, pour le personnage, shit is real? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-tendrait comme comportement? Moi, je pense que c'est pas possible. Parce que, en fait, il y a un truc méta qui est obligatoire. C'est-à-dire que si je joue dans l'univers du Seigneur des Anneaux, par exemple, si tout ce qui se passe autour de moi, mon personnage, je dois faire vraiment comme si je n'avais que ses connaissances, sa mémoire, sa perception, sa capacité d'action, shit is real, je sais pas quoi, potentiellement, je ferais plein de trucs qui ne rendraient pas justice au genre de choses qu'essaye d'émuler l'univers du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que je sais quand même que mon PJ, c'est un peu le perso principal, quoi. Et c'est pour ça, justement, que moi, j'ai envie d'inviter les gens à être un peu plus proactifs. Si, en gros, je me dis à tout instant, qu'est-ce que mon personnage y ferait, potentiellement, je peux me remettre tout le temps en réaction. C'est-à-dire, genre, me dire, j'ai créé un personnage qui est un forgeron, bah, à chaque fois qu'il y a le seigneur local qui vient prélever sa taxe, à chaque fois qu'il y a le seigneur local qui vient le bully, à chaque fois qu'il y a des bandits, il s'écrase parce que je suis a priori un forgeron dans un univers de médiéval. Et il doit probablement y avoir peut-être un forgeron sur 100 qui à un moment donné se dit putain, je vais essayer de changer le statu quo et changer ma situation. Et il doit y en avoir plein qui s'écrasent, par exemple. Bah, a priori, je dirais que si je suis dans du jeu de rôle, et c'est ma responsabilité en tant que joueur, j'ai envie de réagir à ce qui m'arrive de manière conséquente, et au mieux, de créer un personnage qui va avoir des objectifs pour qu'il soit proactif, etc., etc., ce qui est déjà une considération méta, en fait. Il s'agit pas juste de se mettre dans la peau d'un personnage. Pour moi, c'est plutôt ça. Peut-être que ça peut être un objectif de jeu, on peut décider que ça va être ça notre objectif de jeu, de vraiment oublier tout ce qui est extradiégétique, tout ce qui est méta, mais moi, déjà, c'est pas mon objectif, pour être tout à fait honnête. C'est pas vraiment ça que j'essaie de dire dans la vidéo. Ce que j'essaie de dire, moi, c'était plutôt de créer un contexte de jeu qui va permettre de tous jouer pour voir ce qu'il va se passer. Et pour moi,
ça nécessite que tout le monde soit proactif et que le MJ, il tire pas par le bout du nez les gens et qu'il essaye pas de les guider partout dans ses trucs pour faire la meilleure intrigue, etc. Parce que sinon, le MJ, enfin, moi, en tant que MJ, ça m'ennuie parce que j'ai l'impression de tout savoir, en fait, entre guillemets. Et si, quand je suis joueur, je vois que les autres joueurs, ils sont juste en train d'attendre qu'il se passe un truc, etc. Et que du coup, le MJ, logiquement, pour contrebalancer le fait que les joueurs soient pas proactifs, il va tout le temps nous envoyer des situations dans la tronche et on va être un peu obligé d'y réagir. J'ai l'impression que la majorité l'emporte en fait. Si tout le monde décide de jouer de manière réactive et que je suis le seul à jouer de manière proactive, on va être un peu keblo. On va pas être sur la même longueur d'onde. Après, je comprends, je pense, là-dedans il y a des choses où je me reconnais. En termes d'immersion, dans un des objectifs de jeu, c'est d'être un peu immergé dans son personnage, etc. Et effectivement, la phrase que je trouve la plus intéressante pour moi, ou qui résonne pour moi, avec ce que j'aime, c'est le personnage vit le moment présent et ignore ce qui va se passer le moment suivant. Il est aux commandes de son intention et de son action, la manière, mais il ne décide pas du résultat. Et moi, avec ça, je suis 100% d'accord, c'est comme ça que j'ai envie de jouer. Il ne décide pas non plus de la composition du monde qui l'entoure. Je dis, voilà, moi ça me dérange. Ça me dérange pas forcément, par moment, d'utiliser ce genre de dispositif, mais c'est plutôt l'exception que la règle. C'est pas le truc par défaut. Et c'est vrai que quand on l'autorise un petit peu, des fois ça peut brouiller les lignes, mais dans l'absolu, ça me dérange pas. Ce que je veux, c'est que, entre guillemets, 90% du temps, on soit plutôt en train de vivre le moment présent, ignorer ce qui va se passer le moment suivant, et qu'on décide de ce que notre personnage veut faire par rapport à ses motivations, etc., etc., et qu'on essaye, de gagner un petit peu avec nos jets de dés, parce qu'il y a un système de réussir à faire ce qu'on veut, et comme ça, on va effectivement, comme dit tout en bas, vraiment ressentir qu'on a des victoires et des défaites, et que c'est dû à nos choix et à notre chance, et aux compétences de notre personnage écrites sur sa fiche, etc., etc., je pense qu'effectivement, le système a une grande part à jouer là-dedans aussi. Je pense pas, par contre, qu'il soit complètement raisonnable, réaliste, de se limiter aux connaissances, à la mémoire, la perception, la capacité d'action de notre personnage, tout simplement parce que notre personnage, il sera jamais assez complexe et épais pour qu'on n'y vienne pas y mettre de nos propres idées. À chaque instant, on peut se questionner. Notre personnage, il est mouvant, etc. Parce que justement, si en fait, les connaissances, la mémoire, la perception et la capacité d'action de notre personnage étaient complètement prédéterminés, notre rôle de joueur ne servirait plus à grand chose. Ce serait comme si le jeu de rôle, c'était une expérience déterministe, d'une certaine façon. Bon, après, là, on part vraiment dans de la philosophie. Et je pense aussi que le MJ, il n'a pas seulement pour rôle d'être l'ordinateur qui fait les calculs et affiche les graphismes. Le MJ, il peut décider de la règle qui va être employée. Si, par exemple, c'est le jeu qui nous dit exactement quand est-ce que les jets de dés sont déclenchés, c'est du PBTA, finalement. Parce qu'on déclenche les moves. Alors que finalement, en tant que MJ, je peux très bien dire... Ah là, à ce moment-là, je pense il n'y a pas besoin de jeter les dés, et se dire à ce moment-là, je pense qu'on va jeter les dés. Donc déjà, il y a une forme d'arbitrage. En fait, pour moi, il y a forcément une petite forme d'arbitrage la plupart du temps. Arbitrage que l'ordinateur va pas faire, quoi. Je pense que si le MJ peut amener une esthétique, il peut réfléchir à des trucs en amont, mais pas des successions de scènes. Voilà, c'est vraiment de ça qu'il faut sortir, pas des successions d'événements. Au moment où on jette les dés, je pense qu'il devrait avoir un système qui fait qu'il va pas tout le temps arbitrer la difficulté, etc. Parce que sinon, la difficulté, entre guillemets, le système est complètement au service de ce que veut faire le MJ. À ce moment-là, le MJ, il joue plus vraiment pour voir ce qui va se passer. Et encore une fois, moi, je m'en bats les steaks qu'il y ait des gens qui contrôlent beaucoup plus, etc., etc., qui veulent enlever toutes les règles et tout. Et moi, je m'amuse pas, en fait, quand je fais ça. J'ai envie, au moment... Par exemple, où il y a un combat, un monstre et un PJ, de jouer le monstre de la manière la plus fidèle possible, de roleplay le monstre, parce que je roleplay le PNJ, j'ai ses capacités, et le monstre, il va essayer de tuer le PJ, potentiellement, si on est dans un combat à mort, et les règles vont nous départager. C'est pas moi qui vais dire « Ah là, pas mal ton idée, nanana, ah là, ok, ah là, de toute façon, c'est un personnage secondaire, je pense qu'il meurt, ah là, c'est un méchant, donc il arrive à s'échapper. » J'ai pas envie de faire ça. J'ai envie qu'on sente que le système tranche. Et je dirais que c'est le truc avec lequel je suis le plus d'accord dans ce machin, dans ce commentaire, c'est avoir un bon système qu'on aime utiliser, donc chacun son truc, hein. Mais moi, j'aimerais des systèmes qui ne dépossèdent pas, effectivement, les joueurs et même les personnages de leur victoire, de leur défaite. Voilà. Ensuite, nous avons Fred Ben JDR qui nous dit « Je tâtonne toujours moi aussi en tant que MJ l'équilibre du moment pour ce genre de partie que j'ai trouvé le suivant. Je gère les intrigues en mode PBTA avec les fronts, ok, avec beaucoup de souplesse pour adapter les mauvais présages. Je gère les sessions de jeu avec les tables aléatoires thématiques, par exemple les motivations des PNJ adversaires pour limiter l'influence de mon mindset du moment, et trop peser sur la narration. Durant la partie, je dois réfléchir à ce que les actions, décisions des joueurs impactent le cours des événements qui auraient pu avoir lieu si ils n'étaient pas là avec l'influence des tables aléatoires.
Je dis pas que c'est la solution miracle. La rédaction des tables aléatoires n'est pas toujours facile, ne fonctionne pas toujours comme attendu durant la partie. C'est le prix à payer pour laisser de la liberté aux joueurs. Je ne demande pas de background aux joueurs, mais s'ils le souhaitent, ils en proposent un. Pour ceux qui n'en proposent pas, ils ont la possibilité de construire au fil des parties. Ça a l'avantage de pas trop fixer un angle de jeu et de laisser du temps de jeu pour faciliter la cohésion du groupe, mode OSR. Le background, c'est les 3 premiers niveaux de vie commune. Les faiblesses de ce genre de style de jeu sont que les intrigues seront souvent moins fines, plus en mode patchwork, et le maintien de la cohésion d'ensemble passe par des phases de reprise en main du MJ sur la narration. Le gros avantage, c'est que les joueurs pèsent toujours sur l'histoire et leurs actions-décisions ont toujours des conséquences. Ok. Alors moi, là, le truc que je me disais sur ce commentaire, c'est que le truc avec lequel je suis pas forcément complètement d'accord, c'est je gère les sessions de jeu avec des tables aléatoires thématiques, par exemple les motivations des PNJ adversaires, pour limiter l'influence de mon mindset du moment et trop peser sur la narration. Pour moi, en fait, on n'a pas besoin nécessairement de mettre des tables aléatoires pour nous éviter de tout contrôler. En fait, si j'ai un vrai système de combat, par exemple, je peux, en tant que MJ, décider en amont de la session, de manière tout à fait arbitraire, de dire « Ah, dans cette session-là, enfin, dans cet endroit où ils vont, par exemple, PJ, il y a un monstre. » Et je choisis le monstre et tout et tout. Je le choisis en amont. Et s'ils y vont pas, bah, ils rencontrent pas le monstre. S'ils y vont, ils rencontrent le monstre, ok ? Là, j'ai choisi volontairement qu'il y avait un monstre à cet endroit-là. Et les joueurs ont le choix d'aller à cet endroit-là ou pas. Et même s'ils savent pas où est le monstre, le choix d'aller à cet endroit-là ou pas a un impact. Parce que, admettons, ils se renseignent sur des rumeurs sur l'endroit et tout, ils auraient pu entendre parler du fait qu'il y a un monstre là-bas, décider de ne pas y aller, etc. Donc en fait, moi, je pense pas que les tables aléatoires soient un truc qui serve à donner de la liberté aux joueurs dans l'absolu. Les tables aléatoires, pour moi, ça aide le MJ à jouer pour voir ce qui va se passer. Ça peut aussi aider le MJ à improviser, parce qu'il y a plein de manières d'improviser. Si les PJ, ils vont pas à l'endroit que j'avais prévu, et ils décident d'aller à un autre endroit, j'ai plusieurs options. Je déplace le truc que j'avais prévu, et je le mets devant eux, et dans ce cas-là, en tant que MJ, j'ai l'impression de ne plus jouer pour voir ce qui va se passer, et potentiellement d'enlever de la gentilité aux joueurs, tout comme par exemple si les joueurs avaient voulu se renseigner sur l'endroit où ils allaient, en posant des questions aux gens, et que les gens disent « il y a un monstre là-bas », ils auraient pu décider de ne pas aller à cet endroit pour éviter le monstre. Si j'avais dit que les gens, parce que j'ai pas envie que mes joueurs ils préparent le combat contre le monstre, etc., on jette pas les dés, il n'y a pas de jet pour savoir si on peut découvrir des informations, etc., etc. En gros, je cache le monstre volontairement pour que mes joueurs aillent à l'endroit et tombent dans le piège du monstre. Là, je commence à atteindre un petit peu mes limites de trucs parce que je me dis, mes joueurs ont envie de se renseigner, d'être malins, etc. Et je les en empêche pour être sûr qu'ils tombent sur le monstre, la scène avec l'embuscade du monstre, etc., etc. Donc ça, c'est cette histoire de troll quantique, etc. Je dis pas que je m'en sers jamais. Genre, des fois, je m'en sers parce que solution de facilité sur le moment ou parce que j'ai vraiment une intention, pour le coup, à un moment spécifique de la campagne et tout, je peux m'en servir. Mais je dirais que c'est pas jouer pour voir ce qui va se passer. C'est choisir ce qui va se passer. Choisir quelle va être la rencontre, son contexte, etc. Et cacher aux joueurs que les choix qu'ils font ne changent rien parce que dans tous les cas, cette rencontre va avoir lieu. Ensuite, il y a une deuxième possibilité. C'est j'accepte que mes joueurs, ils aillent pas à l'endroit où j'avais préparé. Et dans ce cas-là, je décide d'improviser. Ça, c'est une possibilité que je trouve cool. Parce qu'en fait, sur le moment où j'avais pas prévu qu'ils allaient pas aller à cet endroit-là, donc je suis en train de réfléchir, je me dis, ah ouais, qu'est-ce qui pourrait se passer et tout. Et si je tombe pas, entre guillemets, dans la facilité d'utiliser mes trolls quantiques, bah, je continue de jouer pour voir ce qui va se passer. Et moi, ça m'amuse toujours de me dire, ok, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là-bas. Et souvent, pour m'aider à faire ça, là, je vais me servir des tables aléatoires thématiques, etc. Donc je dirais que les tables aléatoires, c'est fait pour m'aider à improviser et permettre le fait que je n'ai pas tout prévu à l'avance et que les seules choses qui existent dans le monde ne soient pas celles que j'ai prévues. Que si on décide d'aller à un endroit que j'avais pas prévu, j'ai de l'aide pour décider ce qui se trouve là-bas. Ça me dérange pas, moi, en tant que MJ, de penser à des trucs en avance, de créer des factions, etc. et donc de peser sur la narration. J'essaie pas de ne pas peser sur la narration. Sinon, effectivement, autant laisser un ordinateur faire quoi. Moi, j'ai des intentions, etc., c'est juste que je veux respecter, à chaque fois qu'il y a un choix des PJ, je veux le respecter et éviter de déplacer toute ma préparation pour qu'elle retombe toujours en face des joueurs. Je veux que quand mes joueurs posent des questions sur le monde, bah, je leur apporte des réponses qui élargissent le monde et qui vont peut-être aller vers des endroits qu'on n'avait pas prévus, sans essayer de les ramener sur ce qui avait été prévu. Et je veux pas manipuler mes joueurs pour qu'ils fassent ce que j'avais prévu. Donc en gros, pour moi, les tables aléatoires, c'est pas un outil de liberté, c'est un outil d'improvisation. D'ailleurs, il y a plusieurs manières de gérer les tables aléatoires. Et typiquement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est pas mettre des tables aléatoires complètement random, c'est de préparer des tables aléatoires thématiques. Je sais pas je sais pas si c'est ce qui est proposé par Fred Ben ici d'ailleurs, mais en gros, ils sont dans une région et dans cette région, moi, je sais déjà les monstres qu'ils peuvent croiser. Par contre, je sais pas quand.
je sais pas où nécessairement ils vont les croiser, je sais pas quelle sera l'activité des monstres en cours nécessairement, je peux randomiser plein de choses comme ça. Mais en général, s'il y a des monstres, etc., moi je veux savoir où ils sont, je veux savoir plus ou moins leur motivation, je veux quand même avoir une connaissance préalable de l'univers. C'est juste que je vais pas pousser l'univers sur les PJ. Je veux qu'ils soient proactifs et qu'ils découvrent des trucs et qu'ils fassent des choix. Et moi, j'aime bien créer des factions qui ont des motivations, etc. pour qu'il y ait une sorte de logique et effectivement essayer d'éviter un petit peu que ce soit un patchwork où on fait du retcon et on recolle les morceaux a posteriori. J'aime bien avoir une idée quand même assez claire de ce que j'ai prévu, mais aussi des outils pour faire face à ce que j'ai pas prévu parce que le monde est plus grand que ce que j'ai préparé. Il y a un monde. Il n'y a pas une histoire à découvrir. Pour ce qui est du background, etc., je suis assez d'accord. Moi, en général, je suis pas trop attaché à mon background et je suis un peu en mode les 3 premiers niveaux de mon personnage, si on jouait de l'OSR, c'est un peu son background, effectivement. Après, je mettrai pas à la poubelle le background. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, j'ai déjà révisé encore mon avis sur le background. Ce symbole-là, c'est un peu le truc de Runehammer, non? Alors maintenant, méchant clown. Ouh, ça fait peur. J'ai le sentiment de poursuivre un objectif relativement similaire. Mon expérience actuelle, c'est sur la prep entre les parties. Depuis 3 sessions, je le consacre désormais à me poser et à jouer à l'écrivain. Je fais une mini-nouvelle qui développerait et enrichirait l'univers autour des PJ en parallèle de l'histoire municipale, de l'histoire principale, sans chercher à faire du chef-d'œuvre, mais à l'instar de tant de lecture et de fiction, en cherchant le plaisir de m'immerger dans la tête des personnages, en prenant le temps, CF la vidéo sur l'empathie. Mon constat, c'est que ça me libère une fois en partie. Je ne suis pas plus moins en train de gamberger, chercher mes notes pour maintenir l'équilibre entre liberté proactive des joueurs et cohérence profondeur du monde PNJ lieu. Je réagis plus organiquement aux actions. Finalement, devant moi, il me reste une seule note pour toute la partie avec seulement écrit 3 situations rocambolesques qui pourraient éventuellement se déclencher. Ça me rassure. Je crois que ça me libère beaucoup de mental pour jouer, pour voir ce qui va se passer et l'accepter. Les 2 dernières séances étaient vraiment cool et on y a tous loué une fluidité agréable. Et quant à moi, j'y ai enfin repris du plaisir à être surpris, curieux et lâcher prise. Je suis assez d'accord avec ça. J'aime beaucoup l'idée de jouer à l'écrivain pour s'immerger, tout ça. C'est sympathique. Genre, imaginer un peu plus en détail des scènes, par exemple, de PNJ, etc. pour leur donner plus que la fonction potentielle qu'on leur a identifiée. Parce qu'en fait, finalement, jouer pour voir ce qui va se passer, c'est aussi, je pense, en tant que MJ, jouer pour roleplay. Que le MJ roleplay le monde, en fait. Plutôt que le MJ se dise je suis un metteur en scène ou un directeur, que le MJ se dise moi en fait mon rôle c'est à peu près le même que celui des joueurs, c'est juste que j'ai plein de PNJ et plein de trucs à jouer et que je dois essayer de jouer comme je pense qu'ils devraient agir et avec le moins de retcon, de trucs possibles, d'omniscience possible, de machin. C'est comme ça que j'ai envie de jouer en tout cas moi. Donc j'aime bien cette idée, je pense que ça peut aider à se mettre dans cet état d'esprit et avoir par exemple écrit 3 situations rocambolesques qui pourraient éventuellement se déclencher. Donc c'est plus ou moins des sortes de trolls quantiques. Et on ne devrait pas s'interdire de le faire. Je pense que ce qui est problématique, c'est quand à chaque session en fait, on se dit moi je vais faire ces 3 trucs-là en tant que MJ. Parce que là du coup, les PJ, ils subissent un petit peu à chaque fois la préparation du MJ d'une semaine sur l'autre. Mais avoir des petites idées de scène qui pourraient être déclenchées pour relancer un peu éventuellement, why not? Tant qu'on s'en sert comme une sorte de truc dans la besace. Et je dirais que, pour moi, si dans une partie, je suis obligé de déclencher mes scènes rocambolesques, c'est un aveu d'échec pour moi. Ça m'amuse plus parce qu'à ce moment-là, je sais que j'ai recouru à une technique qui va mettre les PJ beaucoup plus en réaction qu'en proaction, mais si la partie est vraiment dans l'ornière, je vais pas m'en empêcher. En fait, moi, mon objectif, c'est de trouver un dispositif qui va faire que je vais avoir le moins possible, voire plus besoin de faire ça. Mais en soi, si je fais ça, il n'y a pas mort d'homme. Et en plus, il y a plein de gens qui aiment bien jouer comme ça en faisant que réagir à ce que leur dit le MJ. Donc, ce n'est pas la seule manière de faire du jeu de rôle. Mais je pense que c'est libérateur. Moi, je sais que un truc que j'aime beaucoup, c'est le moment où, plus ou moins, l'univers il est tellement clair dans ma tête que je n'ai aucune préparation à faire quasiment d'une séance sur l'autre. J'ai plus qu'à revenir à la table, m'asseoir et voir ce que les PJ vont faire et éventuellement remettre un petit peu à jour mon univers. Je pondérerai juste en disant que là où ça me fait moins plaisir, c'est par exemple quand je sais que les PJ, ils ont décidé d'aller d'un point A à un point B. J'ai déjà préparé beaucoup de choses sur la route du point A au point B et que du coup, pendant 3 séances par exemple, j'ai l'impression de pouvoir un peu anticiper ce qu'ils vont faire parce que logiquement, pour aller du point A au point B, ils vont suivre une certaine trajectoire. Et du coup, quand j'arrive, certes, j'ai rien à préparer, mais
j'ai aussi un peu moins de surprises. Et c'est là où je pense que c'est plus une question de système. Si j'ai un système assez chaotique, ou assez mortel, ou assez surprenant, ou vraiment, certes, j'ai une petite idée de ce qui se trouve sur la route. Typiquement, ils vont de Rivebois à Blanche-Rive. Je sais à peu près ce qu'il y a entre Rivebois et Blanche-Rive. Pour pas que ça m'ennuie, ce voyage de Rivebois à Blanche-Rive, alors que je sais ce qu'il y a entre Rivebois et Blanche-Rive en tant que MJ, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais justement mettre des éléments de randomisation. Me permettre d'être surpris moi en tant que MJ. 2, comme je vais le faire probablement en transparence, montrer au PJ que moi-même en tant que MJ, je ne sais pas ce qui va se passer. Et du coup, on est plus dans une sorte de petite connivence en se disant « Oula, qu'est-ce qui va se passer dans la scène suivante ?» Moi, c'est ça qui me fait kiffer. Si tout ça, c'est supporté par un système avec des compétences, etc., où je peux échouer et le MJ a pas de filet de sécurité pour venir me sauver, on regarde ce que les dés nous disent vraiment, etc., bah, il y a beaucoup de chances que ce voyage ne se passe pas comme prévu finalement, ni comme prévu pour le MJ, ni comme prévu pour les PJ, et c'est là que je m'amuse, quoi. Vandarion. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu es exigeant. Éviter les scénarios du commerce avec un chemin tout tracé, je le comprends, mais refuser dans un univers celui du MJ ou proposé par le jeu, ça pose un inconvénient majeur. L'absence totale de cadre qui permettrait de proposer quelque chose d'original et a fortiori la quasi-impossibilité d'improviser quelque chose de neuf. Je m'explique. Si tu joues du Medfan dans les royaumes oubliés en mode liberté totale, le MJ n'en a pas moins des éléments très concrets à faire intervenir. Les agents de Zetarim, les complots à la cour de Cormyr, la politique particulière de Profonde, et il sait plus ou moins quelles créatures peuvent être rencontrées là où se trouvent les PJ. Idem pour les autres univers. Mais dans un jeu totalement sans référence, genre Medfan générique, chaque rencontre doit être improvisée à partir de rien du tout, en essayant plus ou moins de respecter une certaine logique par rapport à ce que ce nouvel univers contient déjà. Improviser un élément de campagne en cours de route, big méchant, système politique particulier, monstre unique. Ça demande toujours de l'énergie mentale. Et comme il faut répéter cet exercice chaque fois que les PJ font 2 pas, ça devient vite épuisant. Sauf si on se contente de reprendre les idées basiques qu'on trouve dans tous les univers Medfan. Paradoxalement, l'idée de jouer en dehors de tout cadre pour avoir plus de liberté t'enferme dans quelque chose d'ultra générique qui, au fur et à mesure que le MJ et les joueurs ajoutent des nouveaux éléments, devient au final un autre univers avec ses propres règles, un univers comme les autres. En fait, là, je suis pas d'accord du tout, à part avec le fait que je suis exigeant. Effectivement, je suis un peu exigeant sur l'expérience que je veux. En fait, je pense pas que ce soit si difficile. Mes exigences sont pas, je pense, difficiles à atteindre. Par contre, elles sont assez précises, quoi. Et je préfère jouer avec des gens qui ont à peu près le même état d'esprit pour qu'on soit tous en train de s'amuser. Je pense qu'il y a des gens pour qui ce serait plus difficile de jouer dans la manière que je propose et peut-être moins intéressant. Éviter les nanans, je comprends, mais refuser dans un univers. Alors, en fait, je refuse pas d'univers. Je refuse pas du tout l'univers. Je refuse pas l'univers du MJ d'ailleurs, ni le jeu. Je refuse l'histoire, de savoir ce qui va se passer après, de décider de ce qui va se passer après, et de savoir que le MJ sait ce qui va se passer après, ou en tout cas, je déteste avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui sait très très bien ce qui va se passer, et qui nous tire dans cette direction. Déjà, ça fait pas que toute la partie est jetée à la poubelle. Mais le moment où là, je me dis « Ah, ça c'était la cinématique que le MJ avait prévue depuis le début », ça m'énerve. Et puis, quelques minutes plus tard, peut-être que ça se réouvre et que là, ça m'énerve moins. Donc déjà, je vais pas dire que toute l'expérience d'une partie de jeu de rôle est achetée à la poubelle parce qu'à un moment, on s'est laissé entraîner quelque part. Mais en fait, pour moi, je veux que ce soit le moins possible le cas. Voilà. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'univers, du coup. C'est plutôt l'histoire, comme on le disait. En fait, je veux un cadre. Par contre, le fait qu'il soit original, ça, c'est moins important pour moi. La plupart du temps, quand le MJ veut absolument montrer l'originalité de l'histoire qu'il a écrite, du cadre dans lequel on joue, etc., on se retrouve en fait dans une situation où on devient spectateur. Parce qu'en fait, il veut montrer justement à quel point c'est pas pareil que les autres. Donc il va soit prendre beaucoup de place à nous expliquer des éléments de l'univers, soit prendre beaucoup de place à nous montrer, à nous driver pour qu'on vive la situation comme elle a été prévue. Par exemple, nous faire passer d'une course-poursuite ultra frénétique à un combat où finalement il y a quelqu'un qui vient nous sauver et ensuite nanana et nanana, et on pourrait se dire si c'était du cinéma, si c'était un roman, etc. Ah, c'était cool toute cette séquence et tout. Mais dans le jeu de rôle, moi je veux que cette séquence soit les règles et les choix des joueurs qui les produisent et les stats des monstres. Et que du coup, au moment où on combat un monstre, en fait, le monstre, on sait pas s'il va gagner, perdre, etc. On peut mourir session 1, en fait, parce qu'on joue avec les règles. C'est ça que je veux, moi. Pour tout de suite avoir l'impression que tout ce que je fais, ça a des conséquences, c'est conséquent. Et ça veut pas dire que le jeu doit forcément être super mortel, mais juste qu'on va se plier à l'exercice du jeu auquel on est en train de jouer. Donc pour revenir sur tout ça, je pense que c'est très bien que le MJ ait des éléments très concrets à faire intervenir. Les agents du Zetarim, les complots à la cour du Cormyr, la politique particulière de Profonde, c'est très bien. Mais qu'il les joue comme faction, pas comme ils vont faire ça, puis ils vont faire ça, puis ils vont faire ça, et ensuite les PJ vont découvrir ça, nanana. Mais je pense que c'est pas vraiment le propos. Là, je pense que ce passage, je parle plus du début de la vidéo où je me dis que j'ai du mal à faire jouer des univers trop construits de manière préexistante et aussi trop...
je dirais exotique, etc. En fait, tout ce que je raconte là, ça ne répond pas à cette problématique, ça reste une de mes problématiques, enfin une problématique pas gravissime. J'ai du mal à m'amuser quand je fais jouer ça, parce qu'en fait, ça parasite ma tête en tant que MJ. En fait, pour faire simple, je préfère lire je sais pas moi, les Royaumes oubliés. Bon, en vrai, les Royaumes oubliés, je connais pas très bien. Je préfère lire le setting de Warhammer, regarder un film Game of Thrones, lire ensuite Le Chevalier aux épines de Jaworski, regarder les films Dune au cinéma, hop, lire mon petit univers de Genesis, lire tous ces trucs, en prendre des idées et les mettre dans mon univers. Mon histoire, là, tout ce que je raconte depuis le début, ça n'a jamais été de faire de la totale improvisation, en sachant rien du tout de l'univers, en full émergence. J'aurais même plutôt une aversion a priori à ça, la full émergence, parce que souvent dans la full émergence, on a des systèmes, on va dire, qui sont très très simplifiés, et en gros on a l'impression un peu justement qu'on peut croiser tout et n'importe quoi, donc c'est soit ultra énergivore effectivement, soit au contraire pour faire une sorte d'économie d'énergie, on se dit juste bah les idées cool c'est ce qui se passe, et les règles sont beaucoup plus light, narratives, etc. Et c'est pas forcément ce que je recherche. Donc moi j'aime préparer des trucs, mais juste je prépare pas d'histoire en fait, je crée des situations, des factions, des machins, des bidules, et je préfère les créer. Pourquoi je préfère les créer ? Parce que j'ai pas besoin de me dire je dois respecter cet univers, etc. Mais ça c'est un tout autre problème. C'est un tout autre problème, je dirais. Ça, c'est mon problème, ce truc de je dois respecter l'univers, etc. Je suis fait comme ça. Donc en fait, mes jeux ne sont pas sans référence. Les parties que je fais, je pense pas. Je pense qu'à chaque fois, je fais des situations qui peuvent être assez intéressantes, qui peuvent être différentes de ce qui a été joué précédemment. Mais en fait, pour moi, je préfère jouer par exemple dans un univers Medfan entre guillemets générique, avec des twists, que de jouer dans un univers complètement différent de ce qu'on connaît, avec plein de codes bien à lui, etc. Genre un univers où toute la technologie, tout est bizarre, on comprend que dalle, etc. Parce que du coup, ça fait que moi, en tant que MJ, je suis pas obligé de tout expliquer. Si toutes les factions, tout l'univers, tous les trucs sont ultra exotiques, etc., j'ai l'impression de faire une sorte de cours magistral, plutôt que de jouer au jeu de rôle, et que ça empêche les joueurs d'être aussi proactifs que je l'aimerais. Donc moi, j'aime bien avoir un univers, genre, finalement assez classique, dans le prémisse, genre on va jouer de la SF, on va jouer du cyberpunk, on va jouer de la fantasy. Les joueurs savent à peu près les attendus, on pose quelques vérités, quelques trucs qu'ils savent, du genre voilà, la technologie c'est à peu près ça, les gouvernements, bam bam bam, enfin on a la big picture, et après toutes les originalités, les trucs du genre en fait depuis le début les magiciens c'est des gens envoyés du futur, je sais pas quoi, ou il y avait un complot qui se préparait dans la ville de Shlubi-Bulga, etc. Complot hyper complexe. C'est des choses qu'on découvre en jouant, mais qui ne nous empêchent pas d'appréhender le monde au départ. C'était surtout ça que je voulais appuyer dans ma vidéo précédente. Et enfin, je dirais que au niveau de proposer quelque chose d'original et qui soit pas, on va dire, un univers vu et revu, ça me dérange pas du tout. En fait, je m'en fiche complètement. Je préfère, pour découvrir un truc vraiment original, un film, un bouquin, etc., où je vais juste lire le truc. Je vais avoir plein d'illustrations, par exemple. Ça va être illustré, il va y avoir plein d'exemples, il va y avoir des encarts, etc. Et là, j'ai l'impression, waouh, je voyage dans cet univers, on me présente tous les trucs et tout. Je préfère largement un média comme celui-là pour découvrir quelque chose de complètement nouveau. Je pense que dans le jeu de rôle, je cherche pas forcément ni l'originalité, ni la totale nouveauté. Je veux que les PJ se sentent dans un univers suffisamment familier, et moi aussi, potentiellement, dans quelque chose que je maîtrise suffisamment, que j'ai l'impression, dans lequel je pense pouvoir improviser, etc. Tout comme j'espère que les PJ pourront se sentir libres d'improviser, justement. Je veux être dans ça dans le jeu de rôle, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas faire découvrir un univers original, c'est jouer pour voir ce qu'il va se passer. Et d'ailleurs, je dirais que si je joue vraiment pour voir ce qu'il va se passer, et que je laisse les règles parler, et que j'essaie pas de diriger l'histoire, etc., probablement qu'on va avoir une histoire peut-être plus originale que dans un film, parce que dans les films, on suit des structures de scénario très souvent assez établi et convenu. Alors que si les règles font que mon personnage, minute 1, il perd un bras, c'est original, tu vois, pour un univers de high fantasy. Tu vois, genre, c'est pas forcément un truc hyper vu. Et en laissant le jeu se faire, il y a des bonnes chances que les choses soient originales, parce qu'au lieu d'avoir un facteur qui est une personne qui essaie de tout diriger et de raconter son scénario, on a nombre de joueurs, fois système, fois chance au dé, fois MJ, fois... Enfin voilà, il y a plein de facteurs qui vont faire qu'en fait, on va pas faire un truc ultra générique. Donc pour boucler un peu sur ce commentaire, je dirais que proposer un univers original, c'est pas important pour moi. Surtout que, qu'on se le dise, l'originalité, c'est ultra relatif, c'est ultra subjectif. C'est-à-dire que, par exemple,
demain un vieux truc dont on se souvenait plus, genre Dune sort au cinéma, tous ceux qui connaissaient pas Dune, ils vont se dire waouh, c'est trop exotique et tout, alors que de base Dune c'est un vieux truc qui en a inspiré plein d'autres. Et en fait, quand il revient, on trouve ça exotique. C'est comme si, je sais pas, je m'intéresse au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est beaucoup plus varié et complexe que l'image d'Épinal du Moyen-Âge. Donc en fait, cette notion d'originalité, déjà, je la questionne. Maintenant, on pourrait penser à la question de nouveau, avoir l'impression de jouer quelque chose que j'ai jamais joué, quelque chose qui change de ma dernière campagne. Ça, c'est autre chose, je dirais. Et je pense que, au vu de plein d'expériences vécues, le simple fait d'être vraiment proactif, ça peut déjà être un renouveau par rapport à certains trucs qu'on a joué, quoi. Juste en changeant un peu la configuration des joueurs et en changeant le système de règles, on va probablement faire quelque chose de nouveau. Mais donc, pour finir, je dirais que les royaumes oubliés, c'est pas très original, c'est plein de tropes qu'on connaît. L'avantage, justement, c'est que comme c'est plein de tropes qu'on connaît, on peut se catapulter dedans et commencer à jouer sans faire n'importe quoi et qu'on nous dise « Ah non, ton personnage, il ferait pas ça. Ah mais non, mais ton personnage, il devrait savoir que ceci, que cela. Ah mais non, en fait, comme tu joues un robot, en fait, tu devrais penser différemment. Ah mais non, vu qu'on est dans une ère transhumaniste, en fait, il faut que tu prennes en compte que nanani. L'avantage, par exemple, des royaumes oubliés, c'est qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait des gens qui connaissent les tropes de fantasy qui puissent tout de suite commencer à jouer et effectivement, ils vont pouvoir découvrir comment agissent les agents du Zetarim, les complots de la cour de Cormyr, et ça, c'est très très bien pour moi. Il n'y a pas de souci. Donc en fait, moi, j'ai jamais refusé d'univers préexistant. Je trouve ça désagréable qu'on sente qu'on est dans une histoire. J'aimerais me mettre dans la peau de mon personnage et prendre des décisions. Même si, comme on le disait au tout premier commentaire, je pense que c'est pas possible de le faire à 100% et qu'à tout moment, je peux prendre des décisions en tant que joueur parce que j'ai envie de tester ce truc, etc., qu'il y a une sorte de perméabilité. Je préfère que la tendance soit à jouer pour voir ce qui va se passer, qu'à jouer pour me montrer un univers, jouer pour me montrer une histoire, jouer pour me faire trouver le mystère. Je veux jouer pour voir ce qui va se passer. Arak, blablabla. Oula, j'entends beaucoup trop moi, je le meilleur. Oui, tu as une personnalité qui aime au centre du groupe et exister plus que les autres. C'est une personnalité intéressante que si tu as une discipline de savoir quand te mettre en retrait. Sinon, s'il y a un autre joueur comme ça, ça va faire... Sinon, s'il y a un autre joueur comme ça, ça va faire des étincelles, soit ça va bouder. Sinon, tu devrais jouer ou masteriser Rêve de Dragon, tu peux chaque scénario dans un monde qui te ferait plaisir. Encore une fois, ça je pense que c'est pas une compréhension... mais c'est bien parce que ça permet de préciser ce que j'essaie de dire. Déjà, j'essaye pas de... à chaque scénario, jouer dans un monde qui me ferait plaisir. J'essaye, à chaque partie, de proposer aux joueurs de faire des choix qui vont avoir des conséquences et que ce soit eux qui décident, enfin qui guident en fait finalement vraiment la direction dans laquelle vont leurs personnages et qu'ils aient vraiment le sentiment que quand ils vont dans une direction, il y a quelque chose dans cette direction et que ce quelque chose, c'était pas le truc qu'il y avait derrière eux et qui a été déplacé devant eux. Qu'ils aient pas l'impression de jouer une succession de scènes où à chaque fois c'est le MJ qui set up la scène. Pour cette histoire de personnalité qui aime être au centre du groupe et exister plus que les autres. Alors je sais pas ce qui te fait dire ça, mais en fait, je pense que c'est un problème à double tranchant. C'est-à-dire que je pense pas que le fait que tous les joueurs aient envie d'être proactifs, d'avoir des objectifs, de décider ce que leurs personnages veulent, etc., ce soit gênant à partir du moment où on a un bon dispositif et que, comme tu le dis d'ailleurs bien, ils aient la capacité potentiellement à être disciplinés, à comprendre qu'on joue à plusieurs et que donc c'est pas parce qu'on a dit on est proactif qu'on va chacun faire que ce qu'on veut et tous se disputer le devant de la scène, qu'on soit capable de se mettre en retrait de temps en temps, etc. etc. Donc en fait déjà il y a une sorte de prise de conscience qu'on est quand même en train de jouer à un jeu de société un jeu de société pour lequel on s'est rassemblés ce soir et que du coup on va essayer de jouer ensemble. Ça c'est une certitude. Et donc effectivement si on va à l'extrême en mode c'est moi qui décide nanana et le MJ peut rien dire et les autres PJ peuvent rien dire, c'est pourri, on est d'accord. Mais en fait, c'est la même chose, ça n'a pas vraiment à voir avec la proactivité. Tu peux le mettre dans l'autre pendant aussi. Si le joueur, il est en mode j'ai un background hyper fourni, mon personnage, je l'imagine comme ci, mon personnage, je l'imagine comme ça, Alandin, mon personnage, il ferait pas ce que tu veux, nanana, en mode réactif, en fait, en mode le MJ doit me préparer des trucs pour mon personnage parce que sinon mon personnage il bougera pas, donc en fait mon background ça sert au MJ à ce qu'il me fasse des situations et que moi je dise ok cette situation là elle m'intéresse, ah bah non finalement je vais rester forgeron. C'est la même chose. Si on se retrouve à chacun avoir notre petit background et notre petit truc et à jouer le petit quotidien de notre personnage sans jamais se croiser, etc. D'une certaine manière, c'est aussi une sorte d'aveu d'échec. C'est, au lieu de jouer ensemble et d'essayer de prendre des décisions ensemble, quitte à ce qu'on fasse même du PVP et quitte à ce qu'on joue les scènes où on se dispute et qu'en fait ça fasse, le fait qu'on ait tous des objectifs différents, fasse
émerger du drama lorsque nos personnages discutent entre eux. Si on décide tous non, le plus important, c'est que moi, mon personnage, il fasse son truc, quitte à pas jouer avec les autres, c'est pareil, en fait. C'est juste que chacun notre tour, on va être le centre de la scène. Chacun notre tour, on va avoir notre moment de spotlight avec la petite caméra qui se met sur nous. Comme ça, on est tous la petite star d'un moment de la partie. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la même chose. Là, le but, c'est pas de dire ça, hein, c'est de dire les PJ sont proactifs, sont le moteur, et ils peuvent discuter ensemble de leurs objectifs et se mettre d'accord sur leurs objectifs, justement pour éviter que finalement personne n'ait envie de jouer avec personne. Et ils peuvent même, de manière organique, faire du PVP et tout. Enfin, moi, je trouve ça trop bien, quoi. Et en plus, cette vision aussi, je pense, permet d'enlever justement la starification du MJ un petit peu. Parce que dans les jeux où finalement on doit vraiment suivre une intrigue, etc., et dire « Hey man, trop bien ton scénar, nanana », et en fait, où on a dans notre logiciel interne, en fait, derrière, en mode « Ah, là, j'aurais bien aimé faire ça, mais bon, ça va probablement perturber le scénario du MJ, donc je vais aller dans son sens. » Finalement, c'est un peu l'idée que c'est le MJ, le centre du groupe. Donc, peu importe la configuration, il y aura toujours potentiellement, quelqu'un qui aura un peu plus de leadership, un petit peu plus de machin. Il n'y a pas mort d'homme. Le but, c'est pas de dire égalité 100%, on chronomètre les temps d'intervention des uns et des autres, je sais pas quoi. Le but, c'est juste de dire, le moteur du jeu, ce sont les décisions des PJ. C'est ça qui fait avancer le truc. Ce serait intéressant que tu nous parles un peu plus de ton revirement à propos de règles. Ça viendra probablement dans des vidéos futures. En ce moment, il y a des jeux qui me font un peu du pied, un petit peu plus simulationniste, mais j'essaie de trouver des trucs qui soient pas trop lourds et tout. J'en reparlerai sûrement. Salut Hugo, j'espère que tu vas bien. Pour le background, quand tu dis que ce n'est pas indispensable, je ne suis pas d'accord avec toi et je dirais même que tu entres en contradiction avec toi-même. Pour moi, il sert à expliquer la vie que ton personnage a eue avant d'intégrer l'histoire. Ça explique comment il en est arrivé là, son savoir-faire, ses motivations et peut-être même sa personnalité. On va prendre une œuvre, par exemple, Le Seigneur des Anneaux. Tiens. Avant d'arriver dans le récit, le personnage d'Aragorn a vécu des choses. Il a 1, 2, 3. Il a un vécu, un passé qui l'ont conduit à être présent dans l'histoire au moment où il arrive. Le film l'aborde un peu, mais pas dans son entier. Dans les bouquins, c'est beaucoup plus précis. Pour moi, le background sert à ça, du moins c'est mon point de vue. Et en fait, je suis assez d'accord. En fait, pour moi, il y a une différence, et c'est peut-être là où je n'avais pas la bonne nuance, entre le background, comment on s'en sert, et écrire l'histoire. C'est-à-dire qu'en gros, quand on dit fais un background, déjà, il y a back, tu vois, c'est background, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant. Et je pense qu'effectivement, le background, c'est un très bon outil pour ceux qui ont du mal à, sur le tas, remplir leur personnage. Si on a besoin pour roleplay et pour prendre du plaisir à jouer, etc., d'écrire un background pour tout de suite essayer de se mettre dans le truc, etc. Un petit peu comme un peu plus tôt, il y avait un commentaire de quelqu'un qui disait « Moi, j'écris des nouvelles sur l'univers, etc. en tant que MJ pour m'immerger dedans et tout. » C'est un outil intéressant. En fait, tout ce dont on parle, ce sont des outils. Ce sont des moyens. Je suis d'accord que je suis allé trop vite en conclusion sur le background. C'est juste qu'en fait, j'ai vu trop souvent le background être utilisé, je dirais, pour faire en sorte que tout l'univers tourne autour du personnage, ou utilisé par le MJ justement pour servir d'accroche, d'appât pour que le personnage fasse des trucs, et c'est un peu artificiel parce que je suis pas attaché à mon background, et moi je ressens pas dans toutes les propositions le besoin du background, je le vois pas nécessairement comme une nécessité. Donc pour moi, je reste sur ma position qui dit que ce n'est pas indispensable. Par contre, je dirais que c'est pas forcément un problème. En fait, ça dépend comment on va le faire. Je pense que c'est beaucoup plus important en priorité de déterminer des objectifs que de déterminer c'est quoi l'enfance de mon personnage, de déterminer des événements passés, etc. D'ailleurs, je pense que là, c'est un peu une question d'écriture. On peut le faire dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on peut commencer par écrire nos objectifs et ensuite les justifier avec un background. On peut partir d'un background, mais ne pas se contenter de ce background. C'est ça qui est important pour moi. Ne pas se contenter de ce background et écrire des objectifs pour que mon personnage soit proactif. Parce que si je me contente juste d'écrire un background, ce qui va probablement se passer, c'est que je vais avoir une histoire, justement, pas hyper originale, parce qu'une histoire réactive où en fait probablement ce sont les méchants qui sont proactifs, moi je vais défendre le statu quo, mon personnage n'avait pas forcément d'ambition, etc., puisqu'il n'avait pas d'objectif, il a juste un passé, et ça redevient le MJ qui doit venir chercher dans mon passé pour me faire les trucs, et c'est de ça que j'essaie de sortir. Je dis pas qu'il faut pas que le personnage ait un passé, je dis que je trouve ça insuffisant, et que quand on s'appuie trop là-dessus, ça crée plein de choses compliquées. Par exemple, le MJ qui doit, à la place des joueurs, essayer de relier tous leurs personnages par une raison X ou Y, alors que si les joueurs décidaient tous d'inventer des objectifs, etc., et de se mettre d'accord sur « Ah ouais, on pourrait dire que mon personnage, s'il a cet objectif, bah, il travaille avec le tien sur cet objectif, etc. », ça les rend déjà proactifs, on va dire, d'un point de vue session 0, à lier leurs personnages et à décider ce qu'ils vont faire ensemble. Ça va faire qu'on va moins savoir vers où va l'histoire, parce que ce sera pas
la fameuse boucle du background, tu vois, genre tu commences, t'as un background, les méchants ils t'attaquent au début, tu fais mais pourquoi les méchants ils nous attaquent? Et en fait à la fin tu te rends compte que depuis le début il y avait un truc dans ton background qui fait que tu es concerné par cet événement et je trouve que souvent, voilà, je suis un peu fatigué de ce format-là en fait on va dire. Euh, donc ouais, moi je dirais que c'est pas indispensable. Par contre, je dirais que tu as raison sur tout ce qui vient après, genre sur expliquer la vie de ton personnage, expliquer pourquoi il a telle compétence, expliquer pourquoi il a ses motivations et tout. Ça, effectivement, ça peut être, et c'est même très intéressant. Je dirais juste que c'est pas le plus important. Il me semble que tu es assez timide dans ta façon de décrire ce qui te saoule et que le background n'est qu'un aspect du problème. Il me semble que tu refuses simplement de faire semblant. Semblant de faire des choix alors que le MJ a déjà écrit l'histoire. Semblant d'être surpris alors que l'accroche était déjà dans ton background. Semblant d'être anxieux en lançant les dés alors que tu sais que ton perso ne mourra pas. Moi non plus, je ne peux pas faire semblant. La véritable émotion, c'est le chaos. Les gens ont adoré Game of Thrones car Ned Stark est le perso principal et qu'on a l'impression qu'il rate 2 jets de dés et se fait couper la tête. Que le MJ doit improviser et que le joueur doit retirer un perso. Entre parenthèses, Robb Stark, ça c'est l'émotion. Je veux plus faire semblant. Bah en fait, voilà. Ce commentaire-là, je l'ai choisi parce que c'est à peu près ça. Je veux pas faire semblant, et ni en tant que MJ en fait. C'est ça aussi qui est important de retenir, c'est que dans ma manière d'expliquer le truc, je parle souvent des joueurs, mais moi en tant que MJ, si je réfléchis à tout ça, c'est parce que moi non plus, ça ne m'amuse pas trop d'écrire l'histoire à l'avance. Ça ne m'amuse pas trop en tant que MJ d'utiliser l'accroche qui est dans le background du PJ pour venir le tirer et le faire agir. Ça m'amuse pas trop de faire semblant d'être anxieux en lançant les dés, etc., etc. Et c'est pour ça que je fais ça, parce qu'en fait, la majorité du temps, je suis MJ. Donc je cherche mon plaisir de MJ. Et donc je veux des joueurs qui me proposent des objectifs, plutôt que moi qui dois aller chercher dans leur background un truc qui pourrait tous les relier et les faire agir ensemble, et espérer que ça marche, ou en tout cas compter sur leur bonne volonté pour qu'au début ils fassent semblant que ça les intéresse, pour éviter ce moment où en fait on se rend compte qu'on est tous dans cette sorte de dispositif de bah oui, c'est normal que la campagne commence comme ça, puisqu'il faut bien que ça démarre. J'essaie de sortir un peu de ça. J'essaye de pas écrire l'histoire parce qu'en fait, genre du coup, je suis en mode tout repose sur moi en fait pour que l'histoire soit cool. Et moi, en fait, j'ai pas envie d'écrire l'histoire, j'ai envie de faire du jeu de rôle, j'ai envie de découvrir l'histoire. Et je reviens là d'avoir voulu tester à fond un système. Alors pour le coup, mon objectif, c'était pas en prenant un système ultra minimaliste, mon objectif c'était pas de tout contrôler. C'est juste que je me suis bien rendu compte que de facto, j'ai plein de décisions à prendre. Même sur un système où je disais juste, ok, on va acheter un D6, alors sur un 1, il va se passer ça, sur un 2 ou 3, il va se passer ça, sur un 4, 5, il va se passer ça. J'avais une charge mentale sur la prise de décision beaucoup plus importante avec un système minimaliste, parce que moi, je vois tellement de possibilités dans chaque scène, de trucs qui pourraient se passer différents, et à un moment, on me dit, voilà, c'est toi qui vas décider des 3 possibilités de cette scène. Et en fait, ça me saoule, parce que au moment où je dois moi-même réduire le nombre de possibilités d'outcome d'une scène, j'ai l'impression de décider complètement de ce qui va se passer, à part le dé. Le dé, il vient pondérer les 3 idées que je trouve bien en tant que MJ, en fait. C'est un peu ça le truc. Et c'est là où je me rends compte que ça m'embête. J'aurais préféré avoir les règles du jeu et que le jeu, il me dise, voilà comment fonctionne une attaque, paf, on jette les dés. Le dé, il dit un type de blessure. Le dé, en fonction de l'armure que le PJ a choisi, donc un choix qu'il a fait avant de prendre cette armure-là, et ben ça va pas faire le même truc, etc. Et donc vous me voyez venir, en ce moment, j'aime à penser que j'aimerais bien trouver un système plus simu, mais un qui me plaise. C'est ça le défi, parce qu'il y a plein de systèmes simu qui me plaisent pas de prime abord. Mais je vais reprendre, pour terminer cette vidéo, l'exemple de la Shadow March. La Shadow March, pour moi, le combat contre le dragon, c'était un des meilleurs, enfin les 2 combats contre les dragons, le même dragon d'ailleurs. Ça faisait partie de mes meilleurs combats de jeu de rôle, alors que pourtant les règles sont ultra simples, on n'est pas du tout dans la simulation. Ce qui a fait que les PJ se sont retrouvés à affronter ce dragon, des premières décisions qui les ont amenés à rester dans la région où il y avait le dragon. Parce que le dragon, j'avais pas prévu de le déplacer à l'endroit où ils allaient aller. Ils pouvaient, au début de la campagne, aller à n'importe quel endroit. Ils ont décidé de rester dans la région dans laquelle j'avais pensé qu'il y aurait le dragon. Moi, j'ai choisi qu'il y avait un dragon dans cette région. Donc j'ai des choix en tant que MJ. C'est pas que des tables aléatoires non plus. Ensuite, ils vont à l'endroit où ils se rendent à un endroit. Et moi, j'ai une table aléatoire qui détermine quand est-ce que le dragon va apparaître. J'avais décidé que le dragon, il ferait une apparition devant les PJ. Ça, c'était scripté. Mais les circonstances dans lesquelles ça allait arriver, aucune idée. J'avais, en gros, jeté des dés, je sais plus comment j'avais fait, pour savoir dans combien de jours, dans l'histoire, le dragon ferait son apparition devant les PJ. Je savais pas quand le dragon allait arriver. Il est arrivé au moment où il était dans une certaine ville qui a été détruite par le dragon du coup. Ensuite, ils ont décidé d'eux-mêmes d'aller chasser le dragon, je crois, de mémoire, je sais plus trop. Ils sont allés dans le repère du dragon et j'ai déterminé aléatoirement
le temps qu'ils allaient pouvoir passer dans le donjon avant que le dragon n'arrive. Donc je ne savais pas s'ils allaient voir le dragon à ce moment-là, et je savais pas dans quelle situation ils seraient. Si ça tombe, ils auraient été dans les souterrains du donjon et ils auraient vu de la poussière tomber du plafond parce que le dragon il vient d'arriver au-dessus, ou alors en l'occurrence ils étaient au sommet du donjon, en haut d'une tour, et ils ont vu le dragon arriver à l'horizon. Ensuite, le fait que les PJ décident d'affronter le dragon alors que le dragon, moi je sais très bien parce que je connais ses stats, c'est pas du haut jugé, etc. Je connais ses stats, je suis en mode ça va être chaud, et que les jets de dés font qu'ils arrivent à infliger une blessure tellement forte au dragon que le dragon doit faire un jet de morale et qu'il se retrouve en fuite et qu'il y a un PJ qui meurt, tout ça, c'est ça qui a fait que le combat contre le dragon était stylé. J'avais décidé, ils vont avancer dans les petites salles du donjon, et à ce moment-là, paf, il y aura le combat contre le dragon. Ça aurait pas été pareil parce que je les ai mis dans le donjon. J'ai fait en sorte qu'ils sont un peu obligés de battre le dragon. En fait, c'est tout l'ensemble qu'il y a autour, que je trouve ultra excitant. Si les PJ, par une chance incroyable, ils tuent le dragon en 2 secondes parce qu'ils enchaînent les coups critiques, c'est trop stylé. Si tous les PJ, ils décident de rester jusqu'au bout et de mourir face au dragon, et que c'est leur décision et que les dés ont tranché, c'est trop stylé. C'est ça que j'aime bien, en fait. Jouer pour voir ce qui va se passer. Voilà. Je termine là-dessus la vidéo. Je vous dis merci encore de m'avoir écouté. Merci pour vos commentaires. C'est intéressant parce que ça permet d'éclaircir, parce que c'est toujours compliqué en fait d'être très très précis dans ce qu'on essaie de raconter. Et donc ça des fois même, ça peut challenger mon idée, vous voyez. Ça m'apporte du grain à moudre pour moi aussi faire avancer ma réflexion. Du genre, le background là, j'étais la tête dans le guidon en mode le background ça me saoule parce que tout le temps il y a des trucs qui me saoulent dans le background, et en fait le fait qu'il y ait une levée de bouclier de gens qui me disent non, quand même le background ça peut avoir son utilité, ça me rappelle que oui, tout le monde ne se sert pas du background pour créer l'histoire. Le background, c'est aussi un très bon outil d'immersion, et il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, même si je décide de jouer pour voir ce qui va se passer. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Ciao, ciao. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur Tipeee ou sur Discord. Bonne partie de jeu de rôle.